Salut, c'est Christophe Hague. Vous êtes bien sur Stay Tuned TV. Restez connectés. Ça te va? Ouais, c'est parfait. Merci pour le temps. Bah non, mais merci, c'est cool. Bien sûr. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur Stay Tuned, bien évidemment. Nouveau numéro, nouvelle émission avec Monsieur Christophe Hague. Comment vas-tu? Ça va super, Olivier. Ça fait plaisir de te voir parce que je suis tombé sur une interview de toi sur YouTube et j'ai trouvé le propos hyper intéressant. Je m'intéresse au développement personnel, le côté émotionnel et je me suis dit, tiens, ça serait bien de l'interviewer. Donc je t'ai envoyé un message, tu m'as répondu très rapidement parce que je voulais lire ton bouquin. Et d'ailleurs le bouquin s'appelle Provoque ta chance, voilà, qui est sorti il y a quelques mois chez Albin Michel. Tu es écrivain, donc professeur aussi à l'EM Lyon et chercheur en psychologie sociale. Tu sors, je crois que c'est ton 6e livre. C'est le 6e, ouais. Ouais, parce que j'ai regardé sur ton site internet, je pensais qu'il y en avait que 2. Après, je regarde, je fais waouh, il y en a 6. Donc, félicitations. Et c'est marrant parce que tu te définis comme un thératologue. Alors, qu'est-ce que c'est un thératologue? Ouais, alors ça peut paraître un peu bizarre, il n'y a rien de bizarre là-dedans. C'est simplement que moi, j'aime bien étudier la nuit pour comprendre le jour. J'aime bien étudier les monstres pour comprendre le genre humain. Et donc, en gros, la thératologie, c'est ça, c'est tu vas dans des milieux extrêmes, tu vas étudier l'anormalité pour comprendre finalement des choses voilà, qui ont trait à notre quotidien, qui ont trait à quelqu'un d'équilibré, etc. Donc, c'est en regardant, si tu veux, une face de la pièce que tu comprends l'autre. C'est en étudiant le pile que tu comprends le face. Et moi, j'ai pour habitude d'aller dans des univers un peu particuliers où ça bulle émotionnellement, parce que ma spécialité, c'est les émotions, l'intuition, l'intelligence émotionnelle, tout ça. Et donc, je vais à la rencontre de populations un peu atypiques. Donc, tu as des astronautes, des chasseurs de trésors, notamment ceux qui ont inspiré Spielberg pour le personnage d'Indiana Jones, des rescapés d'aventures tout en haut du K2 ou de l'Everest qui ont mal tourné, de survivants de crash d'avion, comme par exemple Nando Parado, je ne sais pas si tu te souviens, dans les années 70, crash d'avion, Cordillère des Andes, cette équipe de rugby où pour survivre, ils ont dû manger des sushis de chair humaine des potes, quoi, des cadavres, etc., parce que c'était absolument pas nutritif. Et donc je vais voir ces gens-là parce que ces gens-là vivent des émotions extrêmement intenses. Et moi, ça me permet de voir à la loupe grossissante des phénomènes psychologiques. C'est comme si tout à un moment se révélait à moi. Et c'est des phénomènes qui ont lieu dans notre quotidien. Simplement, c'est moins perceptible, mais c'est un impact direct sur nos prises de décision, sur la qualité de la relation avec l'autre, sur notre gestion de stress, etc. Et donc, eux sont des révélateurs et je vais les voir. Et je transpose ça à nos vies, à nos quotidiens. Ce qui est intéressant, c'est que dans le livre Provoque ta chance, tu t'appuies sur de nombreux témoignages pour explorer les facteurs chance finalement. Ouais. Donc moi, ce qui m'a... Bon, il y a plusieurs portraits bien évidemment qui sont forts et qui sont inspirants, mais celui qui m'a interpellé particulièrement, c'est celui par exemple d'Arlette, qui a Annette, qui a survécu à un crash d'avion et qui a été obligée de survivre et dans une jungle, quoi. Annette Herfkens, elle se définit d'ailleurs comme une malchanceuse chanceuse. Parce que pour resituer l'histoire, Annette, elle fait partie, c'est l'une des premières traders femmes européennes à Wall Street. Donc mécanique intellectuelle, tu vois, super bien huilée. Hein. Papa, maman, ils ont fait un bon boulot derrière, bon bref. Et mais nana très sympa, le juste équilibre de tout en fait, un individu, un humain avec un juste équilibre de tout. Sauf que Annette, le 14 novembre 1992, elle monte à bord d'un Yak 40. Alors, petit conseil à tous, ne montez jamais à bord d'un avion comme ça. C'est un des avions les plus dangereux au monde, ça tremble de partout. Enfin bon bref, mais elle le fait par amour. Parce que son amoureux du moment s'appelle Patch, et c'était son grand amour de vie. Elle lui avait offert un petit moment dans une station balnéaire au Vietnam, et donc pour accéder à cette station balnéaire, fallait prendre cet avion-là. Ils prennent cet avion,
et manque de bol, c'est pas trop l'expliquer, mais cet avion se crache en pleine jungle et Annette est la seule survivante de ce crash d'avion. Elle va survivre 8 jours dans la jungle vietnamienne avec les 2 jambes brisées, un poumon perforé, la mâchoire cassée, plein de bestioles dans la bouche, un truc un peu horrible. Et ce qui est fou, c'est qu'Annette, à aucun moment, elle a eu peur. Et là, elle m'explique le truc. Elle me dit, mais en fait, moi, il y a eu un espèce de phénomène un peu particulier. Et que moi, je compare, tu vois, par analogie, avec ce qui se passe dans Harry Potter. Et dans Harry Potter, quand le jeune sorcier il est attaqué par des détracteurs, par des monstres, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas si tu as l'image dans les films, mais là, cette espèce de bulle de protection là, autour de lui, et il est inattaquable. C'est un espèce de bouclier invisible. C'est un peu comme la cosmo-énergie de Sangoku. Exactement. Voilà, moi qui suis fan en plus de ce manga, bon bref. Et derrière, qu'est-ce qui remplit en fait cette espèce de bulle de protection? Alors c'est une image que j'utilise, mais c'est des souvenirs heureux qu'il avait inconsciemment stockés dans sa mémoire d'enfant. Et des souvenirs, des moments heureux passés avec ses parents. Ses vrais parents biologiques, aimants, etc. Donc plein d'émotions bénéfiques, plein d'émotions qui l'ont enveloppé en fait comme ça. Eh bien Annette, c'est exactement la même chose quand elle était seule dans la jungle. Environnement plutôt hostile, tu peux te faire bouffer à n'importe quel moment, attaqué par une bête sauvage, etc. Eh bien elle a eu tout un tas de pensées positives qui sont montées comme ça à la conscience et c'était lié à des souvenirs heureux qu'elle a eus avec sa famille, ses collaborateurs, ses parents, ses amis proches, etc. Et Annette, elle me dit, en fait, je suis contente, moi, en tant qu'être humain, d'avoir investi avant ce drame dans les autres. La première valeur psychique refuge, c'est les autres. C'est pas l'or, c'est pas le bâtiment, c'est les autres. Et quand tu investis effectivement dans les autres, à un moment de ta vie, quand peut-être tout va mal, quand tu as un carrefour où tu es un peu paumé, tu es bombardé de trucs désagréables, il se passe un événement de vie hyper déstabilisant, le vrai remède, le truc qui te permet à un moment de te relever, d'être dans la résilience, la fameuse résilience de Boris Cyrulnik, c'est ça. C'est cette valeur-là. Donc si tu investis affectivement dans les autres, tu vas avoir un retour sur investissement affectif. Et on est dans une société où on n'investit pas assez dans l'autre. On est dans une société qui est narcissisante, Instagrammante, on se me, myself and I, on se filme soi-même, machin, on pense à soi-même, on est très sur son aspect physique, sur son bidule. Tu sais, on est très, très, très auto-centré, si bien qu'au bout d'un moment, on oublie l'autre. Et je crois que quand tu oublies l'autre, en fait, tu te tires une balle dans le pied. Et ce qui fait la force de l'humanité, c'est pas notre force physique, parce qu'on n'a pas la force musculaire d'un ours, on n'a pas les incisives d'un T-Rex, mais notre intelligence cognitive. Si tu veux, il y a des ordinateurs aujourd'hui qui peuvent faire le métier, presque mon métier, de prof, qui peuvent être extrêmement doués là-dessus. Voilà, raconte-nous la Deuxième Guerre mondiale, tu demandes à un algorithme, il va te sortir de manière hyper circonstanciée, détaillée, etc., et structurer tout un tas d'éléments pédagogiques. Ce qui fait la différence, ce qui fait qu'on est tout en haut de la dominance de la pyramide des espèces, c'est notre capacité à créer de la synergie collective. Tu vois, tu prends le type avec le cerveau le plus doué au monde, avec la mécanique intellectuelle la mieux huilée, l'astrophysicien, seul, il n'envoie personne sur la Lune. Il a fallu une synergie de gens qui sont passionnés, qui aiment ce qu'ils font, qui ont envie de bosser ensemble, qui ont envie d'aller dans une direction, et là, tu réalises des exploits. Donc, je crois que cette valeur refuge psychique, il est grandement temps d'investir à fond de nouveau dedans, parce que c'est notre force première. Mais d'ailleurs, qu'est-ce qui t'a poussé à écrire ce bouquin ? D'ailleurs, tu as mis 3 ans à l'écrire, ce bouquin. Tu m'as dit que tu l'as écrit dans le train, le week-end. Voilà. Quel a été le déclic ? Alors ça, c'est mon nouveau dada d'ailleurs. J'écris tout le temps dans le train parce que je ne suis pas soumis à l'hyperconnexion. Vu que globalement, le Wi-Fi passe pas trop bien au niveau de la SNCF. Et j'ai pas de coup de fil, donc je suis 100% dans le moment, dans l'instant d'écriture, et ça me permet, en tout cas je pense, une meilleure fluidité. Ce qui m'a poussé à l'écrire, alors déjà, je l'avais depuis un moment en tête, ce bouquin-là, mais étant un peu superstitieux là-bas, je me dis, attends, tu vas écrire un livre sur la chance ? Est-ce que ça va pas te porter la scouboune ? Et donc j'avais un peu ce truc-là en me disant, attends, machin. Et il a fallu un événement de vie. C'est-à-dire que moi, j'ai accumulé tout un tas d'ennuis. Mais vraiment, sur quelques mois, comme ça, une concentration
de choses pas très heureuses. Donc en étant séparé avec la maman de mes enfants, bah, on s'entend bien, etc. Mais il y avait cette séparation, je tombe dans un ravin, j'ai mon téléphone que je lâche, je me blesse en faisant mais une succession de trucs comme ça. À un moment, je dis, bon allez, tu sais quoi, penche-toi sur la question. Et à ce moment-là, j'étais un peu à me dire, ouais, attends, tu es un peu victime comme ça, on dirait, attends, mais pourquoi il m'arrive tous ces trucs-là? Moi qui j'ai l'impression d'être, tu vois, d'avoir une vie plutôt lumineuse, chez un bébé qui a toujours souri, enfin, tu vois, plutôt vie heureuse, quoi. Et d'un coup, bam, comme ça, un amas de choses. Et j'étais un peu, je commençais un peu à me plaindre. Je dis, attends, c'est pas toi, ça. Et là, je fais une rencontre fondamentale avec quelqu'un, un être humain assez exceptionnel. Il y a une rencontre fondamentale avec Damien. Damien Meury, c'est le rescapé du Bataclan. Ouais, d'accord. Et Damien, je me dis, et à ce moment-là, je me dis, alors Damien, il y a 2 dates qui le caractérisent. Hein. Tu as le 13 novembre 2015, donc là c'est le Bataclan, 1500 personnes qui sont venues voir un groupe de rock américain. Lui, il est dans la fosse. Quand ça canarde, il est vraiment dans l'œil du cyclone, il y a des corps humains sur lui, enfin il vit le truc, mais il arrive à survivre à ça. Sauf que 3 ans plus tard, croire ou pas, mais un 11 septembre 2018, donc tu vois le gars, un 11 septembre 2018, il rentre tard le soir, c'est un mardi soir, d'une répétition avec son groupe de rock. Et là, il est au volant de sa titine, hein, c'est comme ça qu'il appelle sa voiture. Il rentre et là, blackout total, il a un accident de la route. Sans doute, la voiture fait plusieurs tonneaux. Et là, il se réveille paralysé des 2 jambes. Et Damien, c'est quelqu'un qui a... Enfin, je sais pas, il lui arrive plein d'emmerdes en fait dans sa vie. Il chope des maladies rares. Il a fait un enfant à un moment, pas la bonne personne. Il a eu des traumatismes crâniens. Il s'est ouvert le corps. Enfin, plein de trucs comme ça. Et là, je sais pas si tu te souviens de ce film Incassable avec Samuel L. Jackson et Bruce Willis. Et avant, tu as Samuel Jackson qui interprète Elijah Price. Et il a cette espèce de réplique, il dit, mais attends, s'il y a des personnes comme moi à un bout du continuum de la vie, il doit y avoir à l'autre bout du continuum mon opposé, mon antithèse. Et je me suis dit, s'il y a des gens comme Damien, des poisseux notoires, des céréales malchanceux, à l'autre bout du continuum, il doit y avoir des céréales chanceux. Et là, j'ai fait des rencontres avec des gens qui ont une chance inouïe, comme les chasseurs de trésors, qui arrivent à dénicher des aiguilles dans des bottes de foin, comme des anciens des forces spéciales, Captain Hawk, etc., qui sont des anciens bérets verts, des types qui passaient entre les balles, qui sont toujours vivants, tu vois, qui ne sont pas blessés, rien. Et je me suis dit, tiens, il y a ces types-là. Et donc, je suis allé voir aussi ces gens-là, et je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut apprendre d'eux? Pour moi, le terrain, il nous apprend énormément de choses. Alors, j'essaye de trianguler, de vérifier par des résultats en neurosciences, en psychologie, etc. Ça, c'est le chercheur, ça. Voilà, c'est mon côté chercheur, parce que voilà, je suis chercheur en psychosocial et tout là-dessus, etc. Mais je veux confronter toujours les recherches à la réalité. Et je pars du principe que, en règle générale, un bon conseil, c'est un conseil qui est très simple, qui est élémentaire. Les grandes vérités sur le genre humain sont les plus simples, aussi simples qu'un gamin peut les comprendre. Et moi, mes bouquins, quand je les écris, je veux pas que ce soit psychologisant, je veux que ce soit juste aidant, qu'il y a des histoires. Hein, j'ai eu un des plus beaux compliments à la radio là, ces derniers jours. C'est un animateur radio qui disait « Ah tiens, vous êtes le Pierre Bellemare de la psychologie sociale ». Je disais quand même pas, mais j'étais fan de Pierre, mais qui racontait des faits réels. Et moi, je raconte des faits réels, donc il y a un côté un peu, voilà, tu vas plonger dans des univers un peu particuliers. Mais c'est quoi la leçon derrière? Et cette leçon, ah oui, tiens, en faisant de l'imagerie médicale, on peut vérifier le truc. En faisant ceci, on peut vérifier. Oui, tiens, il y a des études en laboratoire qui ont montré ça. Et là, après, je propose le truc. Et c'est simple. Et c'est simple. Et tu vois, ces livres-là, moi, j'ai mes enfants, 6, 9 ans. Ma fille de 9 ans peut lire mes bouquins. Alors des fois, je évite quelques passages parce qu'il y a des passages des fois un peu chauds où c'est, tu vois, quand vraiment c'est confronté à la mort ou quand tu vois, t'as un truc très très chaud. Je dis ok, on va t'épargner ces 2-3 pages, mais elle est capable de tout lire et derrière elle comprend en fait. Et moi c'est ça mon objectif, c'est qu'il faut qu'il y ait une universalité dans ce que tu produis. Et si ça, les gens te disent ah ok j'ai compris. Ah oui mais tiens ça je l'ai peut-être vécu. Et ben tu dis ok rentre ça dans ton hygiène de vie. Change peut-être 2-3 choses dans ton schéma mental parce que eux ils l'ont fait et il s'est passé des choses extraordinaires dans leur vie. Ouais. Je
Je voulais revenir sur Brigitte Lahaie, parce qu'il y a quelque chose qui m'a interpellé, c'est qu'à un moment, bon, elle fait de la radio, et elle a des dons de voyance médium, elle tire les cartes, et à un moment, elle te tire les cartes. Et elle te révèle des informations qui vont être capitales pour toi. Et c'est marrant que parce que du coup ça va un petit peu à l'encontre du côté recherche qui confronte à la réalité, et elle te révèle ta séparation. Et c'est marrant que tu l'aies avant même Ah ouais. et tu le révèles dans le livre, exactement, et je trouvais ça étonnant. Du moment où je me suis dit, tiens, tu vas t'intéresser à la chance, moi je l'ai fait ça pour le fun. À la base, je crois pas du tout dans ces trucs-là. J'y vais et tout. Et il se trouve que Brigitte Lahaie, c'est une amie. Voilà, on se connaît, on a déjà fait plein d'émissions radio ensemble. C'est quelqu'un qui s'est retrouvé aussi dans certains de mes bouquins, etc., en tant que témoin sur plein de choses. Et là, on est après une émission radio. Et on se donne rendez-vous, on va manger, on va dîner après le truc. Et je dis, ouais, tiens, j'ai écrit un livre sur la chance, ça pourrait être fun que tu tires les cartes, parce que voilà, moi je trouve, il y a plein de gens, quand tu dis chance, ils vont vers ce côté-là un peu ésotérique, auquel moi je vais pas vers ça normalement. Et je le fais pour le fun, à la base. Et donc elle me tire les cartes, elle me dit, donc tu as 3 dimensions, tu as la sphère santé, le truc professionnel et les amours. Donc santé, t'es en pleine forme et tout, nickel. Le boulot, ouais, les voyants sont ouverts. Et là d'un coup, elle va sur le couple, fait, oula. Là, ça se gâte. Et je dis, quoi, ça se gâte? Et moi, franchement, c'était pas à l'ordre du jour, le truc, la séparation. Et elle me dit, non, là, il y a un truc. Et donc là, ça, je le raconte. Et effectivement, alors, c'est compliqué à expliquer. Je peux pas encore aujourd'hui l'expliquer vraiment, rationnellement. Mais ce qu'elle annonce dans le truc, et j'ai tout enregistré, en fait. J'ai tout enregistré, j'ai retranscrit tel quel, ce qu'elle me disait dans le bouquin. Elle m'annonce le truc, il va se passer ça. Et c'est vrai que ça se produit. Et moi, en ressortant de cette séance, j'ai pas du tout, je la prends pas au sérieux, pas du tout. Je me dis, attends, elle m'a raconté ça, je vois pas. Et sauf que, dans le timing qu'elle évoque, ça se produit. Alors après, il y a aussi le fait que Brigitte Lahaie est une fine psychologue. Alors, elle connaissait rien, même si on se connaît depuis des années, elle connaissait rien de ma vie de couple, de parents, etc. Elle ne connaissait pas cette sphère-là de ma vie. Donc, elle n'avait jamais rencontré mon ex-femme, etc. Donc, elle ne pouvait même pas être... Mais par contre, moi, mon hypothèse, c'est aussi que vu qu'elle est... Tu vois, elle arrive à déceler des choses chez les auditeurs, rien qu'à la voix, dans la tonalité, dans des trémolos, des machins, elle peut juger de l'état émotionnel de la personne. Et donc, si tu arrives à déceler les émotions, tu arrives à déceler les intentions ou la posture comportementale de la personne. Donc, je pense qu'elle est aussi extrêmement fine là-dessus et que peut-être à ce moment-là, ça c'est le chercheur qui parle, eh bien, je dégageais quelque chose qui fait que ça l'a encouragé, entre guillemets, dans son analyse. Mais il y a une partie que j'expliquerai jamais parce que c'était trop précis, trop truc, pour que d'un coup, boum, ça se produise comme ça. Mais en tout cas, le livre commence comme ça, et sur une note, on va dire, assez étonnante, quoi. Mais au-delà du mot chance, je me suis rendu compte, en lisant ton livre, qu'il y avait un état d'esprit pour la chance, c'est-à-dire la résilience, le courage, le lien à l'humain, comme tu disais, qui sont finalement importants pour avoir ce facteur chance. C'est ça, et quand tu dis le courage, en fait, le courage, c'est quoi? C'est une bonne gestion du risque. Et une bonne gestion du risque, c'est quoi? C'est une bonne gestion de la peur, de nos angoisses. Et donc là, on parle d'intelligence émotionnelle. Et c'est vrai que tu as des personnes qui sont douées. Alors moi, je m'intéresse à cette forme d'intelligence-là. Donc on a même écrit des papiers. On est les premiers au monde, avec mes équipes, à avoir publié un papier qui valide un test de mesure, un test de performance, de mesure de l'intelligence émotionnelle, alors qui est spécifiquement dédié à des managers et dirigeants. Parce qu'avant, c'était plutôt généraliste, etc. Et là, tu fais ce test, c'est pas auto-évaluatif et tout, c'est comme quand tu fais un test de logique, tu as des logiques émotionnelles, tu sais ou tu sais pas. Ce qu'on sait, c'est que les personnes qui ont un haut niveau d'intelligence émotionnelle sont des personnes qui arrivent plus facilement à gérer le risque, à gérer le stress, à gérer la peur, et donc sont des personnes qui prennent des risques modérés dans leur vie. Et si tu prends des risques modérés, tu es capable de prendre des décisions. Et le grand mal du siècle pour moi aussi, c'est qu'on ne prend pas assez de décisions dans nos vies. On devrait prendre beaucoup plus de décisions, sauf qu'on ne le fait pas. Soit parce qu'on a peur, et on se laisse dominer par cette peur, on ne l'apprivoise pas.
soit parce qu'on est dans un espèce de, tu sais, de petit confort, un petit train-train, c'est très ouaté, c'est très cotonneux, c'est très toi t'es bien, c'est confortable et tu bouges pas de cette condition-là. Mais l'espèce humaine, et même toi, pour te développer, il faut que tu bouges un moment. On a un organe qui est spécifiquement conçu pour ça, c'est notre cerveau. Notre cerveau, il n'est pas habitué à la routine. C'est pas son dada, c'est pas son kiff, la routine. Lui, il est là pour gérer la surprise, pour gérer l'imprévu, etc. Et donc, en fait, on le nourrit pas assez, cet organe-là. Et si tu le nourris pas assez, alors qu'il est dédié à l'adaptation, hein, parce que tout ce que je te dis, c'est de l'adaptation, c'est très darwinien. Si tu le nourris pas, si tu délègues tout dans des apps, dans des machins, on compte plus, on a la calculette, on a une app pour à peu près tout. Tu peux commander un mec ou une nana sur ton app, tu peux commander une pizza, tu peux commander. Et donc en délègue trop, et ben derrière, cet organe-là, à force d'être sous-utilisé, ben il rouille, la mécanique s'enraye, et le moment dans ta vie où tu en auras besoin, où il te faudra de la réactivité face à un événement de vie qui vient te secouer, eh bien, il sera pas adapté. Il va réagir en retard, en différé, et donc il va mal réagir. Et bah, derrière, tu risques de passer à côté de quelque chose. Donc ça, c'est quelque chose d'essentiel. La gestion des émotions, elle est fondamentale. Et le côté, dans ce livre, moi, l'idée, c'est de proposer des trucs simples, en fait, mais qui marchent. Tu en parlais avant de Survivalist, de Captain Hawk, etc. Ouais. Captain Hawk, moi, c'est un des personnages centraux de ce bouquin. Donc lui, c'est le pendant de Bear Grylls, Man vs Wild, là qu'on voit, l'ancien des forces spéciales britanniques, mais aux États-Unis. Donc il a la même émission sur Discovery et il est suivi par des dizaines de millions de téléspectateurs. C'est une méga star du survivalisme, ancien béret vert, tout ça. Et Captain Hawk, le type, il a tellement de trucs, donc chanceux, supra chanceux, serial chanceux dans sa vie. Et lui, il a juste changé 2-3 trucs dans son quotidien. Et ça marche. Et d'ailleurs, moi, je m'applique ça. Et je vais te raconter une anecdote qu'il m'a racontée, et qui marche, et qui est l'apanage des serial chanceux. Et il me raconte ce truc-là, il dit, une nuit, on était en mission, donc là, il est encore dans les forces spéciales et tout, il survole le territoire ennemi à bord d'un jet privé qu'ils avaient confisqué à un baron de la drogue. Donc tu vois, déjà, ça commence bien. Et là, il y a des généraux, il y a des mecs, bon bref. Et sauf qu'à un moment, il y a une panne d'un des 2 moteurs. Donc là, tu as le pilote qui est un pilote chevronné et tout, il sait plutôt faire et tout, donc il sait piloter avec un seul réacteur. Mais quelques secondes plus tard, 2e panne moteur. Et là, tu as une espèce de caisse de savon métallique en haut, il n'y a plus rien. Donc là, ils vont se cracher. Et là ils ont un peu les chocottes. Hein. Tu as beau être surentraîné, et là tu dis, 2 pannes moteur, on va mourir, quoi. Donc premier temps, il y a un peu de panique, sauf qu'à un moment, Captain Hawk, il se met à rire, en fait. Mais vraiment avoir un espèce de rire nerveux, tu sais, un peu comme quand je sais pas si c'est déjà arrivé, moi ça m'est déjà arrivé, mais même à un enterrement, dans un moment très dramatique et tout, c'est les nerfs qui lâchent. Ouais. Tu vois, c'est très freudien, mais c'est pour libérer de la tension psychique. Ouais, tu rigoles et ça libère un peu tout ça. Donc Et sauf qu'en faisant ça, et en plus il rit de lui-même parce qu'il se met à se moquer d'eux-mêmes. Il dit, mais les gars, mais vous imaginez là, les gros titres dans les journaux, le jour d'après, des membres des forces spéciales américaines sont morts dans un crash d'un jet privé d'un baron de la drogue, dans un nuage de cocaïne. Mais la honte absolue. On n'a pas fait 20 ou 30 ans de bons et loyaux services pour finir comme ça. C'est une fin qui est toute pourrie, quoi. C'est pas une happy end. Et donc il commence à se moquer, tout le monde commence à rire. Le pilote qui était super nerveux se met à se marrer, et d'un coup il a un eureka. Et là il se dit, attends, je vais faire demi-tour. Donc il fait un demi-tour. Je vais surfer sur tel et tel vent ascendant et descendant. Et là, il a d'un coup un souvenir. Il dit, attends, mais quelques kilomètres auparavant, il y avait un terrain plutôt plat où on pourrait atterrir sans se faire canarder par les tirs ennemis. Et donc ils finissent par atterrir, ils finissent sains et saufs. Quand ça va pas bien, quand tu as un coup de malchance qui te tombe sur le coin de la tête, la meilleure manière de régler le problème, qui peut être un problème très sérieux, c'est justement en ne le prenant pas au sérieux, en le traitant de manière ludique, en se marrant, en devenant un gélotophile. Alors ça n'a rien à voir avec les fans de glace italienne. Gélotophile, capacité à se moquer de soi-même, capacité à l'autodérision. Et bien Captain Hawk, quand il fait ça, non seulement il libère la tension psychique,
mais en plus, il y a une zone du cerveau, qu'on appelle l'ACC, qui va s'activer, qui est directement impliquée dans la gestion de ton attention et dans la production, écoute-moi bien Olivier, dans la production d'idées créatives et adaptatives. Donc quand tu fais ça, tu vas t'autoriser ou tu vas produire des idées qui vont te permettre de t'adapter à une situation inconfortable. Et en plus, c'est une pompe à endorphine, tu ressens même plus la douleur. Donc quand tu as besoin, tu vois, il y a des situations, quelquefois c'est un peu touchy et tout, c'est un peu dans... Et bien là, ça booste ton estime de soi, ça booste ta confiance en soi. Et même là, tu te sens presque Superman et t'y vas. Donc ça, c'est aussi l'apanage des serial chanceux. Tous les supra-chanceux que j'ai rencontrés sont des personnes, non seulement avec un haut niveau d'intelligence émotionnelle, non seulement qui ont investi dans l'autre, comme ce qu'on disait précédemment, mais sont des personnes qui sont capables d'autodérision. Dans un monde qui est beaucoup trop sérieux, où l'enjeu a tué le jeu. Eh bien, moi, je crois qu'il faut garder un peu aussi cette espèce d'âme d'enfant récréative, parce que ça te permet de mieux t'adapter. Dans le bouquin, il y a aussi une forme d'équation. Équation de la chance, V comme vibration émotionnelle, moins information mentale, multiplié par l'énergie en conscience, ce qui donne l'équation chance. C'est inédit en fait, parce que c'est la première fois, donc j'ai fait appel à un physicien quantique qui est au CNRS, qui publie des super papiers sur, notamment, il a fait une théorie de l'espace-temps, etc. Il a eu des médailles et tout, enfin c'est un type qui est génial. Et pour la première fois au monde, il met en équation la chance. Et d'ailleurs, je ne vais pas tout dire, mais effectivement, il est sur le côté comment est-ce que tu peux vibrer sans être dans le mental, sans être dans la planification à outrance. Tu vois, on est dans un monde, je te parlais avant de l'ego, tiens, que vont penser les gens de moi, de mon apparence physique, etc. Donc lui, il t'explique comment ça, tu peux le mettre un peu de côté. Comment, à un moment, tu peux neutraliser ce truc-là et être juste dans la vibration, c'est-à-dire en résonance avec finalement ce que tu as au fond de toi, avec tes attentes, tes intentions, et comment est-ce que ça, tu le transformes en action. Et il donne l'exemple d'un film, L'Agence, qui illustre en fait sa théorie. Et c'est assez fou. Et il y a un truc qui est fondamental, c'est que là-dedans aussi, ce qui est très important de garder en tête, c'est que quand je parle de vibrer, d'être en résonance avec quitter tes intentions, tes besoins, etc., il ne faut surtout pas devenir ton propre avatar social. C'est-à-dire, on a une image comme ça sociale qu'on renvoie à la société, et il y a des gens qui tendent à devenir ça. Mais le problème de ce truc-là, qui n'est pas toi, qui est juste l'image parfaite de toi, c'est que cette image parfaite de toi, elle porte des rêves qui ne sont pas les tiens. Et ça, tu as plein de gens sur le net qui vendent des « Ah ouais, tiens, toucher ton premier $1 million, allez, va conduire cette bagnole de luxe, va ceci, cela ». Et en fait, à un moment, on croit que c'est ça nos rêves. Donc on va vers ça, sauf que déjà, c'est compliqué de les réaliser. Et qu'en plus, c'est pas toi. Et quand tu veux tendre vers ça, tu vibres mal, en fait. C'est pas toi qui vis, c'est ton avatar. Donc il vit beaucoup moins intensément. Et non seulement, tu vas peut-être pas atteindre ces trucs-là, mais en plus, quand tu les atteins pas, boum, il va y avoir une baisse notoire de ton estime de soi et tu n'auras plus confiance en toi. Donc c'est important, l'équation de ce physicien quantique te montre qu'à un moment, c'est important aussi d'être vraiment connecté à ce que toi, tu as envie dans la vie, et pas ce que te dit le courant mainstream, ou ce que te disent ou la bien-pensance, ou ce qu'on te dit dans les magazines, il faut être comme ça, ou tiens, il faut avoir la bagnole secondaire, le truc je sais pas où, donc tel... Non, toi, c'est quoi ton rêve? Il n'a pas besoin d'être gigantesque. Moi, ma grand-mère et ma mère me disaient toujours, tu sais, la lune, elle est bien là où elle est. Hein. Elle n'a pas envie d'être décrochée par tout le monde. Hein. Tu peux la viser, tu peux l'attendre, peut-être que pour certains, c'est l'objectif. Mais pourquoi tous avoir le tendre vers le même truc, tu vois, le même rêve, le même machin? Ça, c'est supra-dangereux. Et on est dans une société qui te vend beaucoup d'espèces de mirages comme ça, psychiques. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Et moi, je lutte contre ça. Donc, c'est important à un moment d'être bien connecté à quitter. Et puis, tu as des préférences. Et puis, si ces préférences, elles ne plaisent pas à tout le monde, tant pis, en fait. Mais c'est ton truc, tant que c'est fait dans le respect de l'autre, etc. Alors moi j'ai noté une phrase, il y en a même plusieurs au niveau de ton bouquin. À un moment tu dis on accepte sans doute plus facilement une perte, un épisode douloureux,
quand on pense qu'après la pluie vient forcément le beau temps. D'ailleurs, tu dis que finalement, bon, on a vécu un confinement, il y a eu des guerres, il y en a toujours d'ailleurs, et tu dis qu'on met 15 jours à se remettre d'une période compliquée. Moi, je le retranscris, mais c'est un explorateur polaire qui le dit, qui s'appelle Alban Michon, qui est extraordinaire. Ton auditoire, ta communauté l'a peut-être suivi dans 7-8, où il y a eu des reportages sur lui. C'est un type extraordinaire, c'est un peu le fils spirituel d'un commandant Cousteau. Et donc, Alban Michon, donc c'est quelqu'un qui va sous la glace, il va au Groenland, sous la glace, et il va recueillir de l'ADN, du plancton, pour rendre compte du réchauffement climatique. Et Alban Michon, il dit un truc qui moi, m'a marqué. Je me dis, tiens, mais c'est vrai, en fait, cliniquement, je l'observe aujourd'hui. J'ai plein de gens qui viennent nous contacter, ou mes équipes, ou quoi. C'est qu'il y a une accélération du temps de digestion d'un épisode malchanceux, négatif, déplaisant, toxique. On a tous en tête un peu la courbe du deuil, tu vois, où tu as un an, ok, on passe par plein d'états émotionnels, on se pardonne, voilà, on pardonne l'autre, etc. En gros, un an, tu vois, plus ou moins, etc. Là, il dit, tu sais quoi, moi je crois que ça a été accéléré tout ça, et qu'il faut aujourd'hui 15 jours. Il dit 15 jours pour digérer psychiquement tout ce qu'on s'est pris dans la tête. Et c'est vrai qu'on s'est tous entraînés là, à une échelle réelle, quoi. C'est-à-dire, on était tous comme des, et on l'est encore, hein, mais comme des boxeurs, tu vois, recroquevillés dans un coin du ring, à se prendre plein d'hypercutes. Parce que t'as le Covid, t'as la crise ukrainienne, t'as la crise économique, t'as la crise psychologique, t'as tout ça, en fait, qu'on se prend dans les dents. Et il dit, ben regarde, en fait, les gens, prends le premier confinement. Moi, j'étais à la radio, je passais à la télé, tout à ce moment-là. On avait des gens qui, en live, venaient, des auditeurs, etc., des téléspectateurs qui s'exprimaient. Ils étaient tous paniqués. À la première quinzaine, tout le monde était paniqué. Mais qu'est-ce qui va se passer, machin ? Souviens-toi de l'épisode du papier toilette, des machins, enfin des scènes qu'on a vécues. C'était dingue. C'était fou. 15 jours plus tard, t'avais les premiers WhatsApp de quartier, ah, t'as du sel, t'as du machin, on s'entraidait, on essayait de comprendre un peu la situation, les gens se disaient, attends, pas tous, hein, mais pas mal quand même, ils commençaient en fait à s'adapter, le cerveau, il s'était déjà adapté à cette situation. Pareil, la crise ukrainienne, au bout d'un moment, on se dit, attends, on va se prendre une bombe atomique, un machin. Je dis pas qu'on va pas se la prendre, hein. C'est toujours possible, j'en sais rien. Mais tout le monde était, tu vois, là-dessus, on se dit, attends, mais qu'est-ce qui va se passer sur le territoire français, le machin ? 15 jours plus tard, tout le monde essayait de se renseigner sur Zelensky, sur Poutine, on regardait des documentaires, on s'intéressait à la géopolitique dans ce coin de cette petite boule bleue, etc. Et on voyait tout en contre-plongée, on était déjà beaucoup plus apaisé. 15 jours pour commencer à digérer psychiquement les choses. J'ai l'impression que c'est l'émotion qui retombe finalement. C'est ça, et c'est parce qu'à un moment, quand tu as un trop-plein, tu vois, quand tu es en sur-régime, à un moment, la motorisation cérébrale, elle fatigue. Comme si tu es au volant de ta bagnole et tu es toujours en sur-régime. Au bout d'un moment, le moteur, il explose. Donc là, à un moment, c'est tellement énergivore de recevoir autant d'émotions intenses qu'à un moment, tu lâches un peu. Tu dis, attends. Et c'est à ce moment-là que, effectivement, tu peux avoir un comportement qui est résilient, tu peux entrevoir des choses positives, etc. Et il faut vraiment garder en tête ce chiffre 15 parce qu'en psychologie, il y a des phénomènes qu'on appelle les biais cognitifs. Les biais cognitifs, c'est tout ce qui peut à un moment nous dérouter, tu sais, ou faire qu'on va surestimer un petit échantillon. Tu vois, je sais pas, t'as un lapon qui débarque à Roissy ou à Charles de Gaulle et tout. Le premier Français qu'il voit, il est super souriant, etc. Lui, il va se dire, ah tiens, tous les Français sont super sympathiques. Et ah non, tous les Parisiens sont comme ça. Bon, c'est peut-être pas forcément... Voilà, tu vois le truc. Et ben derrière, voilà, ça c'est un biais cognitif. Il y a des biais cognitifs sur les chiffres. Tu sais que quand tu négocies un salaire, un truc, la première personne qui balance un chiffre, en fait, la négociation salariale va se passer autour de ce salaire. Ah oui. Donc quand tu balances le truc, alors c'est bien quand c'est toi qui demandes quelque chose d'être plutôt à la hausse, parce que le raisonnement il va se faire autour de ça. Il y a un ancrage, on savait compter avant de savoir lire. Hein. Donc les chiffres ont un objectif très particulier pour nous, ont vraiment une signification particulière, même si voilà c'est venu avec la lecture aussi. Hein, mais quand même, le comptage et la représentation du chiffre, elle est hyper importante. Donc quand tu dis aux gens qu'au bout de 15 jours, ça peut aller mieux, bah là il y a aussi un biais cognitif qui vient. Sauf que moi je le prends du côté positif.
Donc voilà, servons-nous de ce 15-là, il va être ancré, ce qu'on appelle une inclinaison à l'ancrage. Hein, ça reste ancré dans ton cerveau. Et chaque fois qu'il se passera un coup dur, si tu répètes un peu ce mantra tout le temps, dire ouais, attends, au bout de 15 jours, ça ira mieux. Eh ben, ça ira mieux, en fait, tout simplement. Ne pas se considérer comme une victime du sort, semble être un paramètre important dans l'équation de la chance, finalement. Exactement. Sortir un peu de cet état d'esprit de victimisation, d'aller au-delà de ça pour avancer, finalement. Et ça, il faut que ça vienne de toi. Il faut que ça vienne de la personne. Et moi, je vois trop de gens autour de moi qui sont toujours à se plaindre, ah, c'est la faute de l'environnement, c'est la faute de ceci, c'est la faute de... Mais c'est jamais leur faute. Ça, c'est toujours la faute de quelque chose quand il arrive un malheur. Le truc, on donne d'ailleurs un petit protocole dans le bouquin. Si la personne a vraiment envie de sortir de ce statut-là, et je le partage avec toi, c'est que maintenant, quand tu es dans cet état-là, le premier truc, tu pourrais dire à ton entourage, chaque fois que tu te plains, de verbaliser en disant, écoutez, chaque fois que je me plains, dites « Ah, pauvre de toi ». Qu'ils te disent « Oh, pauvre de toi, oh, t'as te plaindre, oh, mon pauvre vieux, oh, ma pauvre vieille hein, ». Un truc un peu comme ça, voilà. Mais chaque fois que tu te plains. Donc ça, c'est la première étape, tu les informes de ça. Ils jouent le jeu. Si vraiment tu as un serial victimisateur, à un moment, bah, tu vas te rendre compte que les gens te ressortent systématiquement cette rengaine. Oh, mon pauvre vieux, oh, ma pauvre vieille. Bon, au bout d'un moment, tu as un peu les bouts. Attends, mais je me plains pas autant quand même. C'est pas... ça, il faut passer encore cette étape. Il faut dire, attends, s'ils le disent, c'est que c'est vrai. Donc tu continues, tu t'accroches un petit peu à ce truc-là. Et si tu arrives à cette étape qui est d'anticiper le fait qu'ils vont le dire, donc au moment où tu commences à te plaindre, tu dis, oh punaise, non, ils vont me dire ça. Et en plus, tu arrives à en rire. Eh bien là, c'est le bout du tunnel que tu entrevois. Et toutes les personnes qui ont suivi, c'est tout simple ce que je te dis. Hein. Mais ce truc-là, quand tu fais ça et que tu tiens à ça, eh ben, au bout d'un moment, tu arrives à sortir de ton statut de victime. Annette Herfkens, notre survivante dans la jungle vietnamienne, à aucun moment, elle s'est sentie victime. Et on peut dire, c'est la faute du pilote, c'est la faute de mon amoureux qui m'a embarqué dans ce truc-là. Je voulais même pas monter dans cet avion. C'est lui, en fait. Non, à aucun moment, elle s'est sentie victime. Parce que les serial chanceux ne sont pas dans ce registre-là. Et d'ailleurs, Alban Michon, l'explorateur sous la glace, l'explorateur polaire, il te dit un truc. Il dit d'ailleurs, hein, c'est un autre truc que je donne, mais quand tu es un peu en position d'infériorité dans la relation avec l'autre, lui, il raconte avec son banquier, quand il cherche des sous pour financer ses expéditions polaires. Il va voir son banquier, alors lui, il a pas de sous, il a rien, ça coûte quand même pas mal d'argent de faire ces expéditions-là, plusieurs semaines, plusieurs mois. Il va le voir, mais il va pas le voir comme ça, tu vois, en courbant les chines, en disant excuse-moi, non mais j'ai vraiment besoin de... Non, c'est pas, tu sais, il y va pas dans cette position de victime ou de mendiant d'un truc. Il défend son projet, quoi. Ben ouais, il va attendre, et tu sais quoi ? Moi, je vais te sortir de ta condition de banquier parce que je sais que tu t'emmerdes dans ta vie. Et moi, je vais te proposer des lives, on va y changer, tu vas voir des ours polaires, tu vas suivre mon truc, je vais mettre un petit peu de sucre dans ta vie. Il vend l'expédition, quoi. Il y a un truc qui cogne un peu et voilà, je vais casser ton quotidien. Donc, c'est donnant-donnant. C'est du win-win. Toi, tu me donnes le fond, moi, je te fais rêver. Et derrière, on vit un truc comme ça et tu fais partie de la team. Donc tu vois, il n'y va pas en position de perdant. Et c'est exactement la même posture de certains survivants d'attaques de lions que j'ai pu rencontrer et qui te disent quand tu es attaqué par un lion, surtout tu ne prends pas tes jambes à ton cou et tu fuis. Tu ne montes pas ton dos parce que là, tu es en position de faiblesse. Il dit non, là, il y a le lion, tu amplifies tes mouvements, tu rugis. Hein, Francis Huster rentre dans ce corps, tu essaies de rugir et en plus tu fais un pas vers le lion, tu fais un pas vers le problème, tu renverses les rôles. Et ça, il explique. Les serial chanceux que j'ai rencontrés, ils sont toujours dans cette posture-là. Ils affrontent le problème. Et d'ailleurs, je vais dire un truc, Olivier. Parce que ça, c'est un machin, moi, c'est pas ancré dans notre imaginaire partagé. Mais ça, c'est un truc que j'ai vraiment envie de partager avec ta commu. Mais s'il n'y a pas de solution à un problème, c'est peut-être qu'il n'y a pas de problème. Ouais. On se fait des montagnes pour rien, quoi. 9 problèmes sur 10. Qui sont angoissants, hein, des trucs un peu qui font ruminer, qui créent des sécrétions de cortisol, hormones de stress chez toi et tout. 9 problèmes sur 10 que tu as dans ta vie,
c'est des décors en carton-pâte à la Ray Harryhausen. Tu souffles dessus, ça s'effondre. C'est factice. C'est des faux problèmes. C'est des faux problèmes. Et le problème pour notre cerveau, c'est que quand tu es persuadé que c'est des vrais problèmes, bah lui, il a plein de feux à l'intérieur du cerveau à les éteindre. Il ne peut pas être partout. C'est trop énergivore, c'est trop coûtant, c'est trop... tu t'épuises comme ça. Et après, tu peux finir en phase dépressive, burn-out, tout ce que tu veux. 9 problèmes sur 10 qu'on s'invente, ben, faudrait les évacuer. Il y en a peut-être un sur les 10 qui est bon, celui-là, tu le traites. Tout le reste. Et pour pouvoir faire le tri, il faut booster son intelligence émotionnelle. Les émotionnellement intelligents, les personnes avec un QE, un quotient émotionnel élevé, sont capables de faire le tri entre un vrai problème et un faux problème, entre une vraie angoisse et une fausse angoisse. Mais ça me fait penser, ça me fait rebondir sur les rencontres qu'on peut faire, la rencontre humaine et l'aspect émotionnel. Souvent, il y a des gens, des personnes que l'on rencontre qui n'ont pas forcément, on va dire, une vibration, une énergie positive et qui peuvent justement influer sur nous, sur notre bien-être et finalement nous polluer l'esprit et notre bien-être. C'est ce que moi j'appelle la contagion émotionnelle. D'ailleurs, j'ai écrit un bouquin aussi là-dessus. Et il suffit de 21 millièmes de seconde pour qu'une émotion passe d'un individu à un autre. C'est 10 fois moins de temps qu'il fallait à Mohamed Ali pour repérer un signal lumineux et réagir à ce signal lumineux par un uppercut. 21 millièmes de seconde, c'est très 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 rapide. Donc oui, tu as des gens qui peuvent te polluer en fait, qui peuvent te contaminer négativement. Et ça, bah, moi, c'est le conseil que je donnais à une auditrice. Un coup, j'étais à la radio, elle me disait oui, ça fait plusieurs années que je suis avec mon conjoint. Alors, il est plutôt toxique. On en est à notre 2e thérapie de couple. Il y a, voilà, il me parle pas très très bien, etc. Mais ça sent pas bon, quoi. Ça sent super bon. Et elle dit ouais, mais qu'est-ce que je fais? Et elle vient m'interroger moi. On était plusieurs. Je savais pourquoi elle venait parce que moi, j'ai un discours, je peux être plutôt cash. Tu cours, tu pars. Ce que j'ai dit, tu veux vraiment entendre ma réponse? Et tu la connais déjà cette réponse. Elle voulait juste avoir une espèce de validation. Ouais, et donc j'ai dit ben arrache-toi en fait. Ouais. Là, tu es en train de consommer. Tu as déjà consommé plusieurs années d'un CDD de vie sur cette petite boule bleue. Ouais. Ben maintenant, arrache-toi, préserve-toi. Tu as peut-être appris des choses. Hein. On contacte des gens toxiques. Des fois, les pervers narcissiques, etc., si tu es suffisamment costaud psychiquement, tu peux apprendre des trucs parce que ces personnes-là appuient là où ça fait mal. Ou ils appuient des fois sur des points que tu n'as pas encore réglé avec toi-même. Donc des fois, c'est des révélateurs d'un truc que tu dois régler. Mais il ne faut pas rester trop longtemps. Sinon, c'est comme Icare, tu finis totalement cramé à être trop près du soleil, quoi. Il y a aussi encore un passage intéressant et qui m'a fait rappeler une anecdote de Kobe Bryant, grand basketteur, hein, qui est décédé exactement, et qui a fait de la méditation, qui a été, je crois que c'est son coach Phil Jackson, qui a été coach de Chicago Bulls et qui est très basé sur la méditation et qui a mis ça en place pour son équipe, et donc Kobe Bryant. Et donc Kobe Bryant a fait de la méditation et il raconte une anecdote sur l'eau. Je crois qu'il faisait du surf et je crois qu'à un moment il y a une grosse vague. Et il se fait embarquer par cette vague et son mental lui dit qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais à l'opposition je me bats contre cette vague, ou soit je me laisse porter et je sais qu'il va bien se passer. Et par rapport à... Donc, il choisit l'option de se laisser porter et il dit que la méditation l'a beaucoup aidé. Et dans ce livre, tu dis que à un moment donné, si tu es en canoë et que tu baguais à contre-courant, bah, tu n'arrives pas forcément à bon port et que finalement, il faut peut-être se laisser porter pour arriver plus ou moins là où tu voulais aller. C'est Thierry Boiron, c'est le président des laboratoires du même nom, qui m'a confié ça. Donc beaucoup d'expérience en entreprise, en société, quelqu'un qui voit beaucoup de gens, qui observe le monde, hein, qui est presque un sociologue, quoi. Et Thierry Boiron me dit, ouais, en gros, il y a 3 catégories d'individus. Et il dit, on est tous des kayakistes. Et on est sur le fleuve de la vie, hein, le fleuve de la vie, avec son courant, son machin. Il dit, tu as une première catégorie, bah, ça c'est les personnes qui, en fait, vont avoir les 2 mains, les 2 bras en l'air, et elles vont rien faire. Elles vont se laisser bercer par le truc. Et ça, c'est pas top parce que quelque part, tu vis pas ta vie. En fait, tu t'es téléguidé, en fait. T'es pas acteur de ta vie, tu suis le courant, quoi.
Et après, il y a une deuxième catégorie, c'est ceux qui veulent absolument nager à contre-courant ou remonter le courant parce qu'ils ne sont pas contents, ils ne sont pas nés dans la bonne époque, il y a ça et ça qui ne leur plaît pas. Et donc, eux, ils pagayent à fond contre le courant, mais au bout d'un moment, ils sont tellement épuisés que ils finissent comme la première catégorie. Allez hop, hein, on lève les bras au ciel et hop, pareil, on suit le courant. Et il y a une troisième catégorie d'individus, et ça, c'est les individus qui, ok, ont compris qu'il y avait un courant. C'est comme Kobe Bryant, ok, il y a ce courant-là. Tu ne peux pas lutter contre ce courant-là. Donc à un moment, tu te laisses un peu bercer, sauf que à certains moments de ta vie, des fois, tu donnes des petits coups de pagaie à droite, à gauche, et juste pour te rapprocher de finalement quelque chose qui te tient à cœur, un besoin, une intention, quelque chose qui t'est propre. Et pour que ce soit, voilà, tu restes auteur, interprète de ta vie. Ok, tu as pris en compte que tu vis dans ce siècle-là, avec ce type de courant, ce débit d'eau, ce machin. Oui, c'est comme ça. On n'a pas le choix là-dessus. Simplement, tu peux avoir quelquefois des petites actions, prendre ta vie en main pour te rapprocher de 2-3 choses qui te concernent toi et qui sont essentielles à toi. Et encore un autre fait, c'est l'auto-efficacité d'Albert Bandura, ce qui m'a plutôt fait penser à la visualisation, comme les sportifs du coup, qui ont besoin de visualiser leur course avant de la faire en vrai, quoi, histoire d'être dans des bonnes conditions et d'être positif dans cette direction. Et de visualiser un futur souhaitable. Oui. Je reviens au physicien quantique. Il avait une image qui était assez sympa de ce qu'est l'espace-temps. Il dit en gros, tu prends un gros tube, tu le mets sur une eau plate, et en fait, toi, tu es dans ce tube-là. Ce tube-là, hein, c'est l'espace-temps, et t'es dans... Lui, il dit, il y a des choses, c'est déjà engagé dans 2-3 choses. Simplement, si tu fais un pas à droite ou un pas à gauche, ton tube, de par sa forme, en fait, va tanguer un peu à droite, va tanguer un peu à gauche. Donc tu peux avoir une action sur le truc. Mais il faut visualiser un futur souhaitable. Et les serial chanceux visualisent toujours ça. Ils disent, mais attends, même dans une situation extrêmement périlleuse, ils savent qu'ils peuvent s'adapter. En fait, ils font confiance à leur cerveau. Ils font confiance à leur psychique. Et ils disent, ok, allez, on va visualiser ce truc-là. Et à force de le visualiser, en me disant, il faut que j'arrive à ça, il faut que j'arrive à ce truc, ça se produit en fait. Et c'est là toute la magie. Parce que ton cerveau, après, quand il a visualisé ce futur souhaitable, il y a Pierre-Marie Liédot qui en parle aussi beaucoup dans le livre. Pierre-Marie Liédot, c'est le papa de la plasticité cérébrale, la neurogénèse, une des plus grandes découvertes en neurosciences sociales. Le fait de se dire, à tout moment, tu peux apprendre, tu peux reconfigurer des circuits neuronaux, etc. Bon, bref. Mais le moment où ton cerveau il a fixé ce futur souhaitable, lui, il va mettre en marche plein de trucs. Que ce soit musculairement, il va te faire aller dans cette direction-là. Psychiquement, il va te faire aller dans ce... Il va chercher, il va trifouiller à toute vitesse dans ta base de données mémorielle, dans ta mémoire, d'autres moments où tu étais un peu dans la mouise et où tu t'en es sorti, et il va essayer de capter le meilleur. Tiens, il y a peut-être un truc commun avec ce que tu as vécu dans le passé. Allez, moi je prends 2-3 éléments, allez, et tu vas essayer de les répliquer, là, dans ce présent. Et donc il va mettre toutes les choses de ton côté, en fait, pour que ton comportement soit le plus adaptable possible. Et tu parlais de la méditation de Kobe Bryant. Moi, je me souviens, il y a plus de 10 ans, j'étais avec Eric Babola, les raquettes Nadal, tout ça, qui a un copain, donc il est basé à Lyon, où je vis. Donc c'est l'équipementier de Raphaël Nadal. Et c'est un chef d'entreprise, tout ça, qui est très aussi sur l'émotionnel, tout ça. Et on donnait une conférence sur l'intelligence émotionnelle, et lui, il témoignait de sa pratique en tant que dirigeant. Et on était devant un parterre il y avait des pédiatres, des neuroscientifiques, des psychiatres, etc. Enfin, tu avais un mélange comme ça avec beaucoup de neuro, tu vois. Et à un moment, j'ai dit, écoutez, on parlait de neurogénèse, de plasticité cérébrale, le fait que voilà, on peut vraiment, à force d'expérimenter plein de choses, reconfigurer une partie des circuits, etc. Et je dis, vous verrez, dans quelques temps, on pourra, au bout de, je sais pas, peut-être quelques jours ou quelques heures, on pourra avoir une action concrète sur le cerveau. Et là, il y avait quelqu'un dans la salle qui me disait, non, c'est pas possible, il faut des années pour que ça se produise, etc. Récemment, à Lyon, un des plus gros neuroscientifiques, qui s'appelle Lutz, a montré qu'il suffit de suivre 8 heures de formation en pleine conscience, formation sérieuse, hein, pour que ça vienne modifier l'expression de tes gènes. 8 heures. Donc nos expériences de vie, ce qu'on vit, et quand on le suit, après on peut se former, on peut se mettre dans des conditions, etc. On peut rapidement.
eh bien, se renforcer, modifier des choses en nous. Donc ça, c'est un vrai message d'espoir. Et Kobe Bryant, parce qu'il suivait ses formations, parce qu'il était entraîné, etc., il situe, face à, il avait cette situation-là où il avait entre guillemets, la mauvaise vague qui venait, plutôt que de la prendre ou de la subir, il l'a apprivoisée en fait. Mais parce qu'il s'est mis dans cette dispo, et il a sans doute eu à ce moment-là les bons gestes qu'il fallait, au bon moment, soit à la retombée de la vague, soit dans le cœur de la vague, pour finalement se restabiliser. Mais il l'a fait peut-être même inconsciemment, et c'est la pleine conscience qui lui a permis ça. Bon, j'ai 50 000 questions à te poser, mais le temps passe. Plus une dernière sur ce volet-là, et puis après, j'ai encore d'autres petites questions qui n'ont rien à voir. Mais là, ce qui m'a interpellé aussi, c'est finalement avec le réchauffement climatique, il y a de plus en plus la courbe démographique, elle n'arrête pas d'évoluer. Il va falloir apprendre à vivre différemment et peut-être apprendre à survivre. Et ça, c'était quelque chose que j'avais pas en tête et que finalement, je me suis dit, mais c'est vrai que c'est peut-être un scénario catastrophique, mais je me suis dit, mais il a peut-être pas tort. C'est vrai qu'à un moment donné, les réchauffements climatiques, de plus en plus de chaleur, des guerres, et à un moment donné, ça peut arriver chez nous. Comment on réagit? Et justement, tu donnes des astuces. Et là, j'ai fait appel à 3 très grands survivalistes, tous anciens des forces spéciales, tous ont leur émission aux États-Unis, au Canada, de survie. En fait, c'est les pères spirituels de Bear Grylls. C'est Bear Grylls au cube, en fait. C'est des gens extraordinaires, vraiment. Et ces personnes-là, effectivement, alors que je suis très optimiste, je suis un positif, tu vois, on a eu le temps d'échanger, tu vois que je suis quand même un garçon qui est positif. Mais à un moment, il ne faut pas se voiler la face. Et oui, effectivement, il y a un changement qui se produit. Et dans ce livre-là, il donne des conseils tant psychologiques que vraiment factuels sur comment, dans notre quotidien, changer certaines habitudes, comment revenir à des choses élémentaires, en fait. Ne serait-ce que sur la nourriture, sur la chasse, sur le feu, sur notre rapport à l'eau aussi. Donc, il te donne des conseils très pratiques pour réaliser tout ça. Et il te dit surtout qu'il y a une disposition mentale à avoir. C'est-à-dire que si on vit un moment cette chose-là, et pour éviter que ce soit Mad Max, et que tout le monde s'entretue, etc., tu es obligé à un moment aussi de reconsidérer l'autre, et de le considérer positivement. Parce qu'il y a des types qui ont vécu les pires horreurs, qui racontent un moment, tu as comme ça un survivaliste qui te dit à un moment, il était aussi policier dans un quartier très très compliqué d'une grosse ville américaine. Face à la drogue, il a vécu des enlèvements de gamins, il a vu des viols en direct, des meurtres en direct, enfin tout ça. Le mec, à la fin, quand même, son discours, c'est « j'ai toujours foi en l'espèce humaine ». Il a vécu le côté le plus monstrueux, l'atrocité poussée à son paroxysme chez l'être humain, et il garde quand même foi en l'autre. Et il dit, si tu perds ça, c'est là où tout fout le camp. Il dit, la première glu, le truc qui nous maintient tous dans un état encore de... Et quand on aura à faire face à ces événements-là, il faut qu'on soit unis. Il dit, c'est le goût de l'autre. C'est si cher à Jean-Pierre Bacry. Et qui un peu... Covid nous a viré un moment le goût de l'aliment. Mais il nous a ôté un moment aussi le goût de l'autre. Ça, c'est important de réhabiliter ça aussi de manière très forte. Et il dit, il faut relativiser. Et ça, il y a Damien, dont on parlait, ce malchanceux notoire, Bataclan, tout ça. Il a à la fin un discours qui est à mon sens essentiel, et il pose la question qu'il faut se poser. Et depuis qu'il se pose cette question, Damien, c'est un mec qui est résilient, qui regarde devant soi, il ne regarde pas dans le rétroviseur de sa vie, avec l'accident devant. Et la question, et moi je me la pose depuis 3 ans, depuis que j'ai fait cette rencontre avec Damien. Damien, il dit, cette question, il dit, qu'est-ce que tu es prêt à perdre dans la vie? Et je vais te partager sa réponse. Lui, il dit, moi j'étais pas prêt à perdre mes 2 mains, parce que je suis un joueur de gratte. Il a ça dans le sang, tu vois, c'est un fan de musique, il va avoir plein de groupes de rock, il joue lui-même de la musique, tout ça. Sans ses mains, il peut plus. Et il dit, ma guitare, c'est ma psychothérapeute. Si je la perds, je perds un petit peu, voilà. Il dit, ma tête, non, je peux pas perdre ça. Si tu perds la boule, tu perds le sens de la vie. Il y a trop de gens autour de lui qui ont Alzheimer, qui subissent des dégénérescences cognitives, etc.
Il dit, le seul truc que j'étais prêt à perdre, ce sont mes 2 jambes. Finalement, le destin a bien fait les choses. C'est dur à dire, hein. Ben, il a fait ça, il dit, basta. Il a accepté sa condition et il avance, le type. Donc ça, c'est un moment... Moi, ça m'a permis de relativiser. Le cas de Damien m'a permis de relativiser des choses. C'était extraordinaire, tu vois. Derrière, j'ai eu des discussions aussi avec des mathématiciens, des physiciens, tout ça. Stephen Hawking portait ce discours aussi là. Il te disait, en gros, regarde, si tu prends la graine de la vie, tu rembobines le film de la vie, tu la replantes exactement au même endroit, tu reconstitues les mêmes conditions que celles qui ont favorisé l'apparition de l'espèce humaine. La probabilité est juste énorme que jamais l'homme apparaisse sur Terre, en fait. Donc on a une chance inouïe d'être des bipèdes capables de socialiser, d'interagir, comme on le fait là, de ressentir tel ou tel type d'émotion. Bah, quand tu prends conscience de ça, tu dis bah, finalement c'est moi le grand gagnant du loto. Pourquoi je dépense toutes les semaines, là, je sais pas, 2,50 € machin pour l'euro million, le machin. J'ai déjà cette chance-là dans l'univers d'avoir cette place-là et de vivre ce CDD qui est très court en plus. Bah, ça renvoie à la question de comment tu vis ce CDD de vie. Moi, je vois trop de personnes qui, à 50 ans, regardent dans le rétroviseur de leur vie et n'ont que des regrets et des remords. Et ces personnes-là subissent, souvent sont à la lisière où ils subissent un burn-out après des phases dépressives. Et se disent, punaise, j'ai balancé trop de toxiques. Cette espèce de grande mer vibratoire là, qui nous unit tous. Et ils ont un cas de conscience. Ils disent, mais en fait, j'étais une enflure toxique pendant la moitié de mon mandat sur cette terre. En plus, j'étais l'avatar de moi-même, j'ai coché toutes les cases qu'il fallait, mais il n'y en a aucune qui me correspond en vrai. Quand tu fais ce constat-là, tu te prends un coup de boule psychique. Hein. Christophe Haag, petit, il était comment? Pas physiquement, mais dans l'état d'esprit. Alors déjà, il y a un appareil dentaire, je l'explique, qui est venu corriger. Donc j'avais l'écart, le petit écart de mes 2 dents de devant. Donc j'avais un sourire, j'étais un enfant très souriant, j'étais fier de mes trucs. Alors, j'en veux un peu à mes parents de m'avoir mis un appareil dentaire parce que moi j'aime bien cet écart. Mais bon, bref. Il était toujours... moi j'ai toujours été très souriant. J'ai grandi dans une famille dans le monde agricole. Personne n'avait de diplôme. Petit village alsacien, donc pas très loin de mon univers littéraire, de tout ce que je vis avec des médias, de chercheurs, de tout ça. Mais il y avait toujours ce côté, tout le monde dans ma famille était plutôt des entrepreneurs intuitifs. Et ça m'a toujours bercé. Donc ça, j'étais comme une éponge qui a absorbé ce côté-là. Et j'ai tout fait toujours par intuition. Donc je me suis retrouvé, et j'ai toujours écrit, j'ai toujours aimé écrire. Ma maman me suivait dans les rédactions alors qu'elle n'avait pas de diplôme, pas de truc. Elle a toujours, je sais pas, elle a toujours été très au fait attentive à ce que j'écrivais. Elle a toujours dit, il y a un petit truc, ce gamin-là. Et j'écrivais des scénarios. Moi, tu me retrouvais dans la rue avec mon caméscope. Tu avais Spielberg qui avait fait un film là-dessus. Je sais plus, c'était sur les 8 mm, les machins. Okay. Et j'étais toujours... j'ai plein de petits films comme ça, de courts-métrages. Dans la rue, il y avait tous les gamins du quartier avec qui j'étais. Et je scénarisais tout, j'écrivais à mes groupes de rap préférés. J'avais des correspondances avec certains d'entre eux. Donc un créatif, quoi. Très, très créatif. Mais dans un monde qui, lui, il n'était pas du tout. Mais par contre, voilà, le seul truc, c'est que mes parents m'ont toujours dit, fais un truc, fais ce que tu veux dans la vie. On a bien compris que tu n'allais jamais reprendre l'entreprise de machines agricoles, de machin. Mais par contre, si tu le fais bien. Et on te soutiendra. Donc, ils m'ont laissé cette liberté et je les remercierai jamais assez parce que c'est grâce à eux que j'ai pu finalement exprimer ce sens artistique qui aujourd'hui fait partie de ma vie, quoi. Et il avait des rêves? Christophe Haag, petit, t'en as toujours? J'en ai toujours. Qui se sont réalisés? Je vais dire un de mes premiers rêves, parce que gamin, j'ai lu très tôt, et j'ai beaucoup lu. Et mon premier rêve, et je l'ai dit, et c'est la première chose que j'ai dit à mon éditrice que j'aime beaucoup, j'ai dit, plus tard, je serai dans la maison d'édition de mes rêves, c'est Albin Michel. Donc tu vois, là c'est... on y est, hein. Voilà, on y est. Et là je suis en train de préparer le prochain, là je suis en train de l'écrire, mais bon voilà, ça c'est dans 1 an et demi. Mais ça c'était un rêve parce que j'ai toujours aimé cette liberté de ton, ce soin qu'on apportait à l'objet littéraire, etc. Et là, mon autre rêve que j'ai depuis tout petit, c'est de nager avec le requin blanc et avec le requin baleine.
Et ça, mais vraiment pas, je veux pas être en cage, en machin, ou je sais pas quoi, ça, et donc maintenant, ayant fait connaissance d'anciens qui bossent avec l'équipe Cousteau, d'apnéistes professionnels, de personnes qui sont dans ces registres-là, bah, j'ai des portes qui se sont ouvertes. Et ce livre-là, et vraiment, moi, je suis critique vis-à-vis de ce que je fais, mais ça fait 3 ans, donc je suis sur le sujet, que j'ai travaillé depuis que je bosse dessus, que j'ai écrit ces choses, il m'arrive, mais réellement, des choses extraordinaires. Et toutes ces portes-là s'ouvrent en fait. Et ces rêves-là sont en train de se concrétiser. Là, j'ai déjà la destination, je sais exactement où je peux aller nager sans être dans un truc touristique et sans être, tu vois, en étant respectueux de la nature, du machin. D'un coup, d'un seul, mais tu sais quoi finalement? Et quelqu'un qui m'a écrit par rapport à ça, mais bien, moi je fais ça. Je peux t'amener voir ça parce que je suis plongeur professionnel. Donc toutes les pièces du puzzle vont dans le bon sens, mais parce que j'applique. Tu sais, moi, ce serait frauduleux, intellectuellement parlant, de ne pas appliquer ce que préconisent les grands témoins du bouquin. Ouais, donc moi, j'essaie d'appliquer tout ça. Ouais. Les Yes Day, les machins, on n'en a pas parlé, mais du bouquin. Je crois qu'on ne peut pas parler de tout, il faut découvrir dans le bouquin. Hein. Ouais. Et les regrets, t'en as? Très honnêtement, j'en ai pas, parce que je vis toujours à ça. Alors, il m'arrive de me planter, hein, mais j'ai été élevé dans le truc de ne regrette pas. Si tu l'as fait avec ton cœur, si tu l'as fait de manière authentique, tu peux te casser la figure, hein, mais tu l'as fait, tu étais à 100%. Et j'ai plein d'échecs dans ma vie, mais pas de regrets. Non, je suis pas dans le registre des regrets, mais vraiment, aucun. Okay. Que ce soit dans la sphère perso ou la sphère pro, ça a dû se produire comme ça, et j'ai toujours eu cette espèce de philosophie de bah ouais, accepte. Et il y a toujours eu un côté positif derrière l'événement négatif entre guillemets. Et le professeur Christophe Hague à l'EM Lyon, il est comment? Bah, il est épanoui parce que je fais un métier que j'aime. Toutes mes recherches, je peux les transformer en pédagogie aussi. Donc c'est-à-dire que mes étudiants, moi ce que j'aime c'est avoir un dialogue avec eux et puis je les emmène dans des univers un peu autres, hein, donc à la rencontre d'astronautes, de machins, de bidules. Donc c'est un cours un peu, enfin pas courant, pas quoi, forcément académique, pas quoi. standardisé, ouais. Mais où tu as beaucoup de recherches. Ils doivent lire aussi pas mal de choses. Et mon métier il est multiple. Tu donnes des cours, tu fais de la recherche. Tu vas à la rencontre de tes rats de laboratoire parce qu'il ne faut jamais oublier que tu as choisi des expériences sur l'humain, même des fois en laboratoire, des fois on fait des prélèvements de trucs, de substances, de salive pour mesurer le taux de cortisol, machin. Mais moi je pense que c'est super important d'aller rendre compte aux rats de laboratoire. Les gens nous donnent de leur temps. Nous, derrière, on a des choses à dire pour améliorer peut-être son quotidien. Bah, ça fait partie de mon métier. Il y a l'écriture qui est partie prenante du métier. Donc, si tu veux, moi, je fais un métier où j'ai tout qui s'imbrique naturellement et c'est un métier passion. J'ai pas l'impression de travailler. Le mot de la fin, ça prend du temps, voilà. On va conclure. Le mot de la fin, ça serait quoi? Le mot de la fin, je crois que je reviens sur le fait je crois que c'est important d'investir dans les autres, et je crois que c'est important d'être systématiquement en mouvement. Abraham Lincoln, il avait une citation, ça donne ça à peu de choses près, il disait « Ceux qui attendent peuvent obtenir des choses, mais simplement celles laissées par ceux qui font. » Et c'est dans le mouvement que la chance se produit. La chance, c'est l'opportunité, et c'est l'autre qui porte ton opportunité. Donc si tu ne vas pas vers l'autre, si tu restes cloîtré chez toi, il ne se passera jamais rien. Et la chance, on ne l'a pas définie, mais on la définira à la fin. On la définit maintenant, je l'ai définie en conclusion. Pour moi, c'est le résultat d'une cohérence parfaite avec toi-même. Tu ne te mens pas à toi-même. Et c'est ta capacité à gérer l'inattendu, que l'inattendu soit une bonne ou une mauvaise surprise. Bah ça se travaille, et c'est l'objet de ce bouquin. Merci Christophe d'être passé sur Stay Tuned. Tu m'as donné beaucoup de temps. On a bien parlé en off en plus. Donc je te souhaite plein de bonnes choses avec ce bouquin. D'ailleurs, je crois qu'il y a eu déjà plein de bonnes choses qui sont arrivées. Ouais, c'est cool. Et puis voilà, et puis bonne route, quoi. Merci à toi Olivier. Merci.